Tranche de couple, un podcast de Guillaume et Max. la vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour et bienvenue pour ce 20e épisode de notre podcast Tranche de couple. On est ravis de vous retrouver. On se déconfine. Du coup, on a pensé à un titre pour l'occasion. Tout le monde dehors. Alors, on commence avec la rubrique Actu. Alors pour la rubrique Actu, on va faire un petit retour en arrière, c'est pas habituel chez nous, mais pour expliquer le titre de l'épisode d'il y a 2 semaines, du coup, il y a 15 jours. Parce que c'est vrai qu'on a donné ce titre très mystérieux à cet épisode, mais sans expliquer la source, puisque même si j'aimerais avoir trouvé cette phrase pour parler de la sortie du confinement, mais elle n'est pas de moi, c'est une phrase d'Alain Berset, qui est ministre de la Confédération helvétique, ministre de la Santé, qui a donc dit qu'il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire, pour sortir du confinement en Suisse. Et je trouve que c'est une phrase très très bien trouvée sur à peu près tout ce que les gouvernements ont essayé de faire jusqu'à maintenant, avec parfois non sans difficulté et sans râlerie et protestation. On essaye d'aller aussi vite que possible pour revenir à une vie normale, mais il faut le faire aussi lentement que nécessaire pour qu'on ne se retrouve pas à devoir revivre la même chose dans quelques mois. Merci Guillaume pour cette explication, et peut-être que certains d'entre vous, effectivement, se sont posé la question de pourquoi ce titre pour l'épisode précédent. Et alors, dans cet épisode, on a quand même pas mal de sujets d'actualité. Et le premier, bien sûr, c'est le mouvement de protestation aux États-Unis. Et oui, depuis plusieurs jours maintenant, les États-Unis vivent une période compliquée avec un certain nombre de manifestations au travers du pays. À l'origine de ces manifestations, la mort d'un Afro-Américain, George Floyd, qui a été interpellé de façon extrêmement violente par la police le 25 mai à Minneapolis, dans le Minnesota. Il est interpellé, menotté, plaqué au sol, et pendant 8 minutes 40, un des policiers va maintenir sa jambe sur le cou, son genou, sur la gorge de George Floyd, ce qui conduira, selon les autopsies qui ont suivi, à son décès. Suite à ce décès, qui n'était pas le premier et qui sera malheureusement probablement pas le dernier, suite à ce qui s'apparente à des violences policières, je crois qu'on peut le dire, il faut pas cacher les choses, d'autant plus que les juges ont qualifié le meurtre au 3e degré et homicide involontaire. En tout cas, avant cela, ça a provoqué un très fort élan d'émotion, notamment dans la communauté afro-américaine, qui subit régulièrement aux États-Unis, mais pas seulement, mais en l'occurrence ici c'est aux États-Unis, des brimades, des humiliations, et qui est plutôt très mal considéré. Il y a un racisme rampant qui existe toujours. Encore une fois, on parle ici des États-Unis, mais ni la France, ni la Belgique, ni un grand nombre d'autres pays occidentaux ne sont exempts de cette forme de racisme qu'on a tous plus ou moins intégré au fur et à mesure des années. Et donc, beaucoup de manifestations, des émeutes aussi à Minneapolis, mais aussi à New York et Minneapolis, 2 villes où des couvre-feux ont été décrétés. Washington également, avant d'être levé après que les choses se sont un peu calmées. Le slogan, ce qui ressort de ce mouvement, c'est la phrase « I can't breathe », je ne peux pas respirer, qui est une phrase prononcée par George Floyd pendant son interpellation avant son décès. On a vu pas mal de manifestations aussi chez nous, à Paris notamment. L'objectif de ces manifestations, c'est bien à la base, je ne parle pas forcément de certaines choses qui ont pu être reprises ensuite, mais c'est bien d'attirer l'attention d'abord sur la violence des forces de l'ordre. Alors, on n'est pas non plus sur une violence qui ne vient que des forces de l'ordre, dans certains cas, notamment dans le cas de manifestations et l'intervention de groupes particulièrement peu à même. Mais là, en l'occurrence, on parle vraiment d'une forme de violence qui est liée aussi à un sentiment d'impunité pour une extrême minorité des gens qui travaillent pour les forces de l'ordre, mais qui cependant, malheureusement, comme l'a dit très justement Christiane Taubira, un seul geste entache l'ensemble de la profession. Et effectivement, ce qu'on a appelé régulièrement le délit de faciès, le fait que les personnes non blanches
soit beaucoup plus systématiquement le fait Susceptible d'être contrôlé, arrêté. Donc il y a finalement une façon présomption plus de violente. culpabilité et effectivement de manière plus violente. Alors il faut quand même dire que je pense qu'il y a une vraie différence entre la manière dont les États-Unis, le niveau de violence de la police aux États-Unis dans le quotidien et le niveau de violence de la police en Europe. Je pense que c'est vraiment une différence et il ne faut pas non plus faire de l'amalgame. Mais néanmoins, il y a une question qui a été posée sur Twitter et qui fait quand même réagir. C'est à quel âge a été votre premier contrôle d'identité dans la rue ? Et un certain nombre de personnes, moi y compris, en fait, on n'a jamais été contrôlé. Ce qui est une réalité complètement différente dès lors que votre peau n'est pas blanche. Et je crois que c'est quand certains parlent de privilège blanc, mais en fait c'est ça, c'est structurellement le fait que la simple différence de couleur de peau fait que ta vie est plus compliquée. Et effectivement, il y a eu des rassemblements un peu partout en Europe, notamment à Berlin hier, avec énormément de manifestants. Et je crois il faut faire changer les choses. Et c'est seulement parce qu'il y aura une mobilisation large que les choses vont évoluer. Parce que la police est là pour assurer l'ordre, mais aussi protéger l'ensemble des citoyens. Et même si elle arrête quelqu'un qui est effectivement délinquant ou qui a effectivement fait quelque chose, elle doit le faire dans le respect de ses droits et dans une impartialité et de la même manière qu'elle le ferait pour tout le monde. Donc je crois que c'est important que ce racisme intégré dans nos sociétés soit dénoncé et qu'on arrive à évoluer. Là encore, je pense que il y a quand même une différence entre les États-Unis et l'Europe, mais il y a aussi en Europe du racisme intégré. Et nos sociétés ont aussi des choses à faire évoluer. Et pour revenir sur ce que tu disais, la différence entre les États-Unis et l'Europe, très rapidement, je cite un article du Monde où le chercheur Jess Janetta, qui est chercheur spécialiste des questions de justice et de police pour le think tank Urban Institute de Washington, D.C., qui dit en clair que la police aux États-Unis est à l'aise avec l'usage de la force et que cela vient notamment de la notion d'immunité qualifiée qui existe aux États-Unis pour les policiers, qui empêche les officiers de police d'être poursuivis pour des actions discrétionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà, donc je pense que on est tous d'accord. Enfin, en tout cas, on partage le slogan Black Lives Matter. Il faut faire évoluer cette société et chacun de nous est vecteur de l'évolution de cette société, de la manière dont on parle de notre prochain, et on a tous un rôle différent. On en reparlera dans ce podcast plusieurs fois un peu plus tard. Deuxième sujet. Max, tu veux nous parler Union européenne ? Oui, alors vous vous souvenez la dernière fois dans la rubrique Actu, je vous avais parlé un petit peu de manière détaillée du plan de relance qui avait été proposé conjointement par la chancelière Angela Merkel et le président Macron. Absolument. Et depuis, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a présenté le plan de relance européen intitulé Next Generation EU, donc la prochaine génération de l'Union européenne, puisqu'on investit. L'objectif est bien de relancer l'économie, mais pour investir pour la génération suivante, et puis dans les technologies, dans une société plus verte, plus résiliente. On était à 2 doigts de passer à EU 2.0, là, c'est fou. Donc le paquet qu'elle a présenté au Parlement européen le 27 mai est un plan de relance qui panache à la fois des prêts et des subventions. Donc elle a repris la proposition de subvention à hauteur de 500 milliards d'euros de la France et de l'Allemagne, et elle a ajouté 250 milliards d'euros sous forme de prêts remboursables. Et il faut voir qu'elle a bien indiqué que l'objectif, c'était d'investir dans un futur vert, numérique et résilient, profiter de cet effort de relance pour orienter vers un meilleur futur et une économie plus durable. Le deuxième pan de ce qu'elle a présenté le 27 mai dernier au Parlement européen, c'est la nouvelle proposition de budget pluriannuel commun, donc pour les 7 prochaines années, qu'elle propose de porter à 1100 milliards d'euros sur 7 ans,
ce qui, à nouveau, est une augmentation du budget tel qu'il était pour les 7 années actuelles. Et vous vous souviendrez qu'une des grosses difficultés, c'est que le Royaume-Uni ne va plus financer le budget de l'Union européenne. En réalité, le Royaume-Uni, au terme de l'accord de retrait de l'Union européenne, continue à financer pendant la période de transition qui prendra fin normalement au 31 décembre de cette année, le budget de l'Union européenne. Et donc, dans un premier temps, les États vont devoir compenser la perte de contribution britannique au budget. Et deuxièmement, Ursula von der Leyen continue à proposer une augmentation du budget, donc c'est pas évident. Et ça reste qu'une proposition à ce stade de la Commission européenne, là où un certain nombre de pays, et notamment les frugaux, on en avait parlé la dernière fois, étaient assez réservés à l'idée d'augmenter le budget européen. Mais en tous les cas, je crois que c'est assez extraordinaire de voir le montant des financements qui seront mis en commun pour pouvoir relancer notre économie et surtout l'orienter vers une économie plus durable. Et je crois que c'est là aussi on peut voir la valeur de la solidarité européenne et de l'intérêt d'être aujourd'hui imbriqué dans cette union. Merci Max. Et peut-être que je fais un rapide passage sur une annonce assez inattendue, qui est peut-être liée aussi à des négociations qui devaient durer depuis un certain temps, et puis quelques couacs dont je ne sais plus si on en a parlé, je ne pense pas qu'on en ait parlé la dernière fois, mais on ne peut pas parler de tout. Non, on ne peut pas parler de tout, qui est celle de l'ouverture coordonnée des frontières de l'espace Schengen, donc des pays de l'espace Schengen, qui vont tous rouvrir leurs frontières les uns pour les autres le 15 juin. Donc c'est une annonce qui est tombée un peu de façon inattendue parce que chaque pays avait annoncé jusqu'à maintenant ses propres règles, ses propres volontés d'ouverture, parfois avec des limitations. Donc certains pays, notamment la Belgique, compte tenu du fait que le virus circule encore pas mal, étaient interdits de voyager, par exemple dans les pays baltes ou en Roumanie ou en Hongrie, et ce au moins jusqu'au mois de juillet. Et puis finalement, paf, en fin de cette semaine-là, on a eu une annonce comme quoi tous les pays de l'espace Schengen, sauf l'Espagne qui a obtenu une dérogation particulière, rouvrent leurs frontières les uns pour les autres au 15 juin. Voilà, ça montre que parfois il faut être un peu patient, mais on arrive aussi à avoir des choses européennes coordonnées, y compris à faire changer d'avis certains pays pour lesquels il fallait déconfiner en fonction du statut, une évaluation du statut sérologique, entre guillemets, de circulation, en tout cas, du virus. Et pour la petite anecdote, à défaut de la faire dans la partie Belgique, il y a eu un petit couac, puisque le ministre belge de l'Intérieur, Alexander De Crème, a annoncé le vendredi, donc pas ce vendredi, mais le vendredi, ça nous amène au vendredi, évidemment, je n'ai pas mon emploi du temps sous les yeux, mais je vais vous dire ça tout de suite, le 29 mai, que les frontières belges étaient rouvertes et que donc les gens pouvaient sortir et aller visiter leurs familles proches, évidemment, toujours dans la bulle, on en reparlera tout à l'heure dans la rubrique belge pour le coup, dans les pays avoisinants. Sauf que dans le même temps, la France avait bien précisé que non, les frontières françaises, elles, ne seraient rouvertes notamment aux Belges qu'à partir du mardi 2 juin, donc après la Pentecôte, ce qui fait que pas mal de Belges se sont précipités en France le week-end de Pentecôte et se sont retrouvés avec, parfois pour certains, des amendes de la gendarmerie ou de la police, puisqu'ils n'avaient pas l'autorisation encore de circuler en Belgique. Ça montre aussi qu'il est parfois important de consulter ses voisins quand on prend ce genre de décision. Voilà. Et oui, et malheureusement, c'est pas toujours aussi simple. Côté maison, écoutez, les choses avancent, continuent d'avancer. C'est épuisant. On a fait quelques achats ces derniers jours pour continuer à nous meubler. Je crois qu'on est en train de terminer. En fait, on avait plein de projets quand on a acheté la maison, de choses à acheter qu'on se disait que c'était le moment de mettre dans le budget maison, et notamment quelque chose qui fait très plaisir à Max parce que ça fait des années qu'il nous en parle, un nouveau matelas et un nouveau lit.
Voilà, donc Surtout qu'on aura, dans cette maison, on a une nouvelle chambre d'amis, donc il faut aussi pouvoir accueillir les amis et la famille. Ouais. Donc du coup, voilà, on a enfin trouvé ce lit. On a aussi validé un projet de meubles sur mesure pour la maison, une bibliothèque et un meuble sous escalier. Donc ça, c'était les deux choses aussi qu'on avait prévu de faire, et puis que le confinement nous a un peu repoussé. Bon, ça va prendre un peu de temps avant d'arriver, hein, parce qu'on est quand même globalement sur 2 mois. On est sur 2 mois, mais en même temps, c'est normal quand on commande des choses qui sont plus ou moins sur mesure, que ça peut mettre du temps à arriver. On est très impatient, évidemment, parce qu'en fait, c'est les 2 dernières choses, je crois, qui restent à faire, qui restaient grosses choses dans la maison. Bon, on a encore évidemment un peu de peinture le studio. Vous verrez, on vous enverra une photo cet été avant-après du studio podcast. Hein. Aujourd'hui, il y a des jolis verres. Joli, je suis pas sûr. Ok, il y a une espèce de verre. Il y a surtout beaucoup de jaune. Il y a beaucoup de jaune. Et puis il y a beaucoup de jaune. Vous imaginez déjà du vert et du jaune ensemble, et puis un blanc, mais pas blanc cassé, gris. Ah non, en fait, il y a du blanc et puis il y a du gris en bas. Enfin bref, c'est un peu Disneyland. Et vous imaginez que c'est aussi ce studio, mon bureau. Et alors, j'en peux plus. Mais c'est pas grave. Il faut garder un petit peu Il m'a dit qu'il fallait que je garde des choses à faire pour cet été, pour les vacances. Exactement. Voilà. Donc. Et puis on a aussi, on va avoir de nouveaux cadres. Voilà, donc c'est chouette. On vous mettra aussi des photos. On a bien travaillé, mine de rien. Exactement. On a bien profité, on a bien déconfiné, nous aussi. Tout le monde dehors. Alors Guillaume vous parlera un petit peu du déconfinement de Belgique juste après, mais voilà, nous, on a commencé aussi à avoir une vie sociale un petit peu un peu plus grande depuis qu'on nous autorise. Et donc, voilà, pour l'instant, ça reste relativement modeste. Hein. On a limité. Pour rappel, je pense qu'on va faire un mix un peu, mais en Belgique, on a ce fonctionnement en bulles. C'est-à-dire que... Ah, les bulles. Les bulles. Depuis la fête des mères belges, qui tombe début mai, on avait le droit de voir 4 personnes différentes, mais qui devaient être tout le temps les mêmes sur la bulle devait être de 4 personnes, en fait. Enfin, de 4 foyers, en gros. Ouais, 4 personnes en dehors du foyer. C'est ça. Et du coup, pas plus de 4 personnes. Tout ça pour évidemment une volonté de mieux tracer si jamais il y avait des cas déclarés et des gens à tester. Et donc, la bulle a commencé à se réélargir au début du mois de juin, puisqu'on est passé à une dizaine de... La semaine dernière. À une dizaine de personnes, et surtout... C'est 10 personnes, hein, c'est pas une dizaine, c'est 10 personnes. Alors par contre, c'est 10 personnes par semaine, là où la bulle de 4, c'était censé être la même bulle en permanence. Et là, c'est 10 personnes différentes par semaine. Et surtout, on va avoir le droit d'aller dans les restaurants. Et yes. Jusqu'à 10 personnes. Et jusqu'à 10 personnes. Il y a eu mais on en reparlera effectivement dans la rubrique belge un peu plus tard. Mais voilà, pour vous remettre le contexte de bulle dans lequel on fonctionne. Voilà, donc du coup, écoutez, on a pu enfin retrouver une petite vie sociale physique, ce qui n'est pas désagréable. Tout en respectant la bulle. Non, et puis c'est sympa de ressortir et puis de se reprendre un peu, de se dire qu'on va inviter du monde ou de se faire inviter. Et puis, comme tu l'as dit, de se dire qu'on va pouvoir aussi aller en terrasse un de ces jours. Mais on vous en reparlera probablement plus dans le prochain podcast parce qu'on ne peut pas tout vous dire à chaque fois. Voilà, et puis au bureau, on déconfine aussi un petit peu, puisque, comme je vous avais déjà dit la dernière fois que pour ma part, j'étais retourné de manière très ponctuelle pour quelques réunions au bureau, et maintenant on est sur un fonctionnement de présence en permanence, mais par roulement. Et on s'attend à ce que dans les prochaines semaines, les choses aussi évoluent, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui physiquement pourront être présentes en même temps augmentera. Voilà, donc progressivement, je ne vais pas dire les choses vont rentrer dans l'ordre, mais on va retrouver un certain rythme un peu différent de celui qu'on avait jusqu'à maintenant, même s'il est clair que au moins avant début septembre, il n'y aura pas de retour à ce qu'on appelait l'état normal avant. Je ne sais pas quel sera le new normal, la nouvelle normalité. Chaque chose en son temps. Moi, je vais pouvoir retourner pour la première fois au théâtre la semaine prochaine, n'est-ce pas ? On verra un peu. Je vous dirai ce que ça fait, mais la dernière fois quand j'y étais allé, je crois que vous l'avez déjà dit aussi, mais c'était un peu glauque en fait. Mais bon, ça va être mieux là, ça va être mieux. Ça va être super.
Et voilà, on revient à cette phase 3 du déconfinement en Belgique, qui a commencé début juin, donc avec l'ouverture de la bulle, non plus à 4 personnes, mais à une dizaine de personnes. On est donc en tout, on peut voir 10 personnes par semaine, c'est-à-dire que d'une semaine sur l'autre, on peut voir 10 personnes qui sont différentes. Donc potentiellement 40 personnes différentes si tu ne vois En pas un les mêmes mois. personnes en un mois. En un mois, c'est ça, Wow. 40 personnes en un mois, c'est fou. Genre, on va être... Et puis on se sent, vous savez, il y a cette espèce de... On est tellement content qu'on nous donne plus de liberté qu'on se dit, il faut qu'on trouve 40 personnes à aller voir, quoi. Ouais, D'ailleurs, ou si pas. tu pouvais finir la liste. Ou pas. Non, mais en fait, voilà, c'est pour dire que les choses reviennent quand même progressivement, comme tu disais à l'instant, Max, à une forme de normalité. L'Horeca, les restaurants vont reprendre également la semaine prochaine, donc à partir du lundi 8. On va pouvoir refaire des réservations. Donc pour tous ceux qui veulent déjà faire des réservations jusqu'au mois de juillet, vous pouvez oublier. Parce qu'on a essayé, parce qu'on avait un petit truc à fêter. On vous en parlera aussi probablement la prochaine fois, mais le 18 juin, on a quelque chose à fêter tous les deux. Et on s'y est pris un peu à l'arrache, légèrement. Hein. Ils ont annoncé les mesures genre jeudi ou vendredi, et puis on a regardé hier s'il n'y avait pas encore des trucs réservables pour le 18 au soir. Et c'était évidemment, compliqué. il n'y avait plus grand-chose. Mais on a trouvé et on a réservé dans un restaurant dont on espère aussi pouvoir vous en donner des nouvelles la fois prochaine, parce que c'est un restaurant avec du sens, et donc ça va probablement être assez chouette. Voilà. Mais que de suspense, que de suspense. Et, Et alors, puis, est-ce que tu peux nous parler aussi des ouais. autres éléments un peu sympas de ce déconfinement ? Alors oui, parce qu'il y a quand même un élément qui est trop mignon dans ce déconfinement, c'est qu'à partir de lundi, donc pas aujourd'hui, pas aujourd'hui dimanche 7, pas hier samedi 6 et pas non plus le vendredi 5, mais sachez qu'à partir de lundi, en Belgique, on peut recommencer à faire, dans la bulle de 10 personnes uniquement, des bisous et des câlins aux gens. Voilà. Tu veux dire que je vais pouvoir te refaire des bisous ? Ouais, je suis pas crédible. Genre. Là, je crois que personne n'y croit, là. Voilà, donc c'était le point mignon. Ils ont insisté là-dessus, sur le fait qu'on peut avoir des contacts physiques type bisous et câlins avec les gens proches. Et ça, c'est important pour aussi le moral des troupes. Ouais, la question, c'est est-ce que les gens vont effectivement le faire ? Parce que de Je sais fait, pas, parce que je suis pas sûr que ça va me manquer de faire la bise 15 fois et de pas savoir combien de bises faire aux gens. non, c'est vrai. Mais je trouve que on a vu au début du déconfinement, là, quand ils ont annoncé la bulle de 4, qu'il y a des gens qui ont finalement préféré rester chez eux et ne pas sortir, voilà, parce que voilà, ils étaient pas. C'est vrai qu'après être resté autant chez soi, finalement, le fait de ressortir, on se sent un peu bizarre au début. Et à ressortir sans son masque, il manque un truc. Ça, c'est aussi un truc que j'ai détecté, c'est que la première fois que je me suis planté, j'ai oublié mon masque de sortir, j'ai fait wow, il me manque un truc là. Voilà, on prend des habitudes, et même si tout le monde ne porte pas le masque, il y a quand même encore pas mal de gens qui le font, et je pense que c'est bien pendant quelques semaines de s'y tenir. Si tu vas au restaurant ou si tu dînes ou déjeunes chez des amis, avec des amis, c'est pas facile de porter ton masque. Non, mais chez des amis, tu l'enlèves. Je crois même que tu as le droit. Oh là là. Mais par contre, il faut respecter la distanciation sociale. La distanciation physique. It's Brexit time. La semaine dernière a eu lieu le 4e round de négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Pour définir, Max, tu peux me préciser quoi ? Les modalités de la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Absolument. Et donc, à l'issue de cette négociation, Michel Barnier, qui est le négociateur en chef pour l'Union européenne, a remercié tout d'abord les équipes pour avoir travaillé dans le respect l'une de l'autre. Alors, je vous invite quand même à aller lire, on va vous le partager sur Twitter, ce statement, qui est probablement aussi disponible en français, et qui explique un peu ce qui s'est passé. Donc, il remercie les équipes pour le respect mutuel dont elles ont fait preuve et la qualité de leur travail dans des circonstances difficiles et pour leur professionnalisme. Il, cependant, après, rappelle que la vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de progrès significatif. Alors, comme ça peut faire juste un peu « ok, il dit quelque chose », mais politiquement, c'est assez lourd, puisque ça veut dire que pendant une semaine, ils ont négocié pour rien. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une déclaration politique signée notamment par l'Union européenne et par Boris Johnson, qui définissait les grandes lignes, si je ne me trompe pas, de justement cette future relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
Oui, effectivement, si vous vous souvenez bien, il y a un paquet de sorties donc du Brexit en tant que tel qui avait été négocié. Et par ailleurs, au niveau politique, Boris Johnson s'était mis d'accord avec les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sur un peu les grands paramètres de la future relation, sachant que les modalités précises seraient à négocier. Et c'est effectivement ce que Barnier négocie avec le négociateur britannique. Voilà. Mais en gros, ce qu'il reproche, c'est qu'on n'est même pas là, il n'arrive même pas à atteindre ce qui était prévu, le peu de choses qui étaient prévues dans la déclaration politique. Et pour finir, je voudrais revenir sur une toute petite partie de sa déclaration, où il précise que justement cette déclaration politique, this document is available in all languages, including English. It's a good read, if I may say so. Pour vous traduire, ce document est donc disponible dans toutes les langues de l'Union européenne, ceci incluant évidemment l'anglais. C'est une très bonne lecture, si je puis me permettre. Voilà, on vous laisse méditer là-dessus et sur les petits messages plus ou moins subliminaux. Ouais, enfin là, en gros, c'est quand même juste une grosse baffe au Brit en disant faut que chacun relisez le truc que votre chef de gouvernement, votre Premier ministre a agréé, parce que si vous n'êtes même pas capable de vous en tenir à ce qu'il a validé il y a moins de 6 mois, il y a quand même un problème. Bref, politique. Max, est-ce que tu veux nous parler un peu des États-Unis ? Oui, alors les États-Unis, on en a parlé en actu, du contexte un peu général. Néanmoins, on n'a pas oublié non plus que c'était une année d'élection, hein, puisque en novembre, le peuple américain ira dans les urnes pour élire à nouveau un président pour les 4 prochaines années. Et on sait que Donald Trump est le candidat du Parti républicain. Côté démocrate, on vous l'avait dit il y a quelques temps, le grand favori contre Joe Biden, Bernie Sanders, avait jeté l'éponge et avait annoncé son soutien à Joe Biden. Néanmoins, le principe des primaires démocrates, c'est qu'il faut avoir un certain nombre de grands délégués par État qui soutiennent sa candidature pour être officiellement le candidat du Parti démocrate. Et donc, cette semaine, Joe Biden a annoncé qu'il avait atteint le nombre de délégués qui lui permettait d'avoir la majorité des délégués et qu'il était donc officiellement, qui serait donc officiellement le candidat du Parti démocrate. On peut se poser la question de savoir s'il y aura une grande convention démocrate pour officialiser cette campagne dans les conditions du coronavirus qui continue malheureusement de progresser aux États-Unis. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Joe Biden maintenant est donc officiellement le candidat, donc il cherche une colistière, puisque vous savez qu'aux États-Unis c'est un ticket d'un président et d'un vice-président qui se présentent. Et donc il a déjà annoncé que ce serait une femme, ce qui est une excellente nouvelle. Première femme vice-présidente s'il est élu, à ma connaissance. Et il y a de fortes chances que ce soit une femme qui ne soit pas blanche. Afro-américaine. Voilà. De l'autre côté, naturellement, Trump est un peu dans une situation qui n'est pas forcément la plus idéale pour lui. D'une part, au vu de la gestion du coronavirus. Max. Oui, mais tu vas voir, c'est pas que... si simple que ça. Donc, le coronavirus et la manière dont il a géré ça, c'est pas simple. La situation actuelle avec suite à la mort de George Floyd et toutes les manifestations pacifiques, quand même en grande majorité, malgré certains heurts et un certain nombre de manifestations assez violentes, hein, notamment à Minneapolis, où il y a eu pas mal de dégâts aussi. Mais dans l'ensemble, on est quand même sur des choses relativement pacifistes. Et Donald Trump, lui, a quand même mis énormément d'huile sur le feu, en mobilisant notamment les gardes nationales et en voulant mobiliser l'armée. À Washington même, donc la capitale des États-Unis, il a appelé en renfort énormément de soldats, et y compris aussi des forces fédérales pour aller se battre. La semaine dernière, maintenir la paix, on va dire, mais de manière assez violente. La semaine dernière, Donald Trump a voulu faire une opération de com' en allant faire une photo devant l'église qui est située en face de la Maison-Blanche.
Et ces équipes ont globalement envoyé les forces de sécurité pour dégager les manifestants qui manifestaient de manière pacifique. Et eux, on les ont dégagés avec la manière forte. Et donc cet épisode n'a fait qu'enflammer encore plus la population. Maintenant, donc, suite à ça, Donald Trump a été brièvement emmené par ses services de sécurité dans le bunker qui avait été utilisé pour la dernière fois juste au moment du 11 septembre. Donc on voit quand même que c'est un bunker qui n'est pas utilisé très très souvent pour mettre à l'abri le président. Depuis, la Maison-Blanche a été encerclée par des grillages pour protéger. Donc c'est quand même pas en termes de perception une image quand même très forte enfin une image très, très, très bonne pour le président. Et par ailleurs, il continue à parler de besoin de réagir par la force, de dominer, à appeler les gouverneurs à faire usage de la force pour rétablir l'ordre. Et donc, il n'est pas du tout dans essayer de trouver le consensus national et de faire revenir la paix en montrant effectivement qu'il y a ce qui s'est passé n'est pas normal et qu'il va falloir trouver les solutions. Il n'est pas du tout dans l'unité nationale. Donc ça, c'est sûr que c'est pas évident. Néanmoins, Donald Trump a fait valoir des chiffres de baisse du chômage ces derniers jours. Et vous savez qu'un point important pour les républicains, c'est l'économie. Et j'ai envie de dire, tant que l'économie souffre pas trop ou va bien, un certain nombre de républicains seront prêts à fermer les yeux sur les sorties de Donald Trump parce que ce qui est le plus important pour eux, c'est que l'économie aille bien. Et je crois que c'est vraiment un marqueur du parti républicain. Donc je dirais qu'il n'est pas forcément en très bonne posture aujourd'hui, mais néanmoins, d'une part, Biden n'est pas le candidat que tout le monde a envie d'aimer. Enfin, c'est quand même un homme blanc, un peu vieux, qui n'est pas très charismatique. Dans la situation actuelle, en plus, Barack Obama est revenu avec un certain nombre d'interventions assez fortes qui ont fait du bien à l'Amérique pour essayer de trouver un peu de cohésion, mais qui n'ont probablement pas été super pour Biden, parce que ça lui a un peu fait de l'ombre. Ça relance les comparaisons. Et puis par ailleurs, Donald Trump a une base qui globalement croit en Donald Trump, quoi. Donc la question c'est est-ce qu'il y a suffisamment de gens qui sont un peu plus on va dire au centre et qui avaient voté pour lui il y a 4 ans qui du coup voteraient pour Joe Biden. Voilà, donc je crois que les choses sont pas du tout rien n'est réglé. Ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé à la fois le coronavirus et puis la situation actuelle, les protestations vont avoir un impact, mais est-ce que ça va être est-ce que ça va vraiment faire que Donald Trump ne sera pas élu? Alors on peut noter qu'un certain nombre de figures républicaines ont annoncé qu'elles ne voteraient pas pour réélire Donald Trump, notamment le président Bush, enfin l'ancien président Bush. Il y a l'ancien vice-président Mitt Romney. Il n'était pas vice-président, Mitt Romney. Ah pardon, ma culpe. Je crois que c'est un des grands pontes du parti républicain, Mitt Romney, et un ancien candidat à la présidence. Ah, c'est ça. Il y a Colin Powell, qui est un ancien ministre de la Défense, qui est vraiment aussi assez charismatique, a annoncé qu'il ne voterait pas pour Trump et qu'il allait soutenir Biden. Et je me permets aussi tu vas peut-être pouvoir en parler, mais une autre figure extrêmement puissante et importante aux États-Unis, le général Mattis, a balancé quand même une diatribe contre Trump, et en disant que ce qui se passait actuellement n'était pas tolérable pour l'unité des États-Unis. Tu veux remettre le contexte peut-être de Mattis, parce que tu l'as côtoyé. Tout à fait. Tout ça se passe dans le contexte effectivement de la volonté de Donald Trump d'utiliser les forces armées contre les manifestations.
Donc il y a en théorie, aux États-Unis, enfin, d'après la Constitution, l'utilisation des forces armées n'est pas possible sur le territoire des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une garde nationale dans chacun des États, sauf à Washington DC, qui est à la main des gouverneurs et qui peut être utilisée par les gouverneurs pour des missions de gestion de l'ordre s'il y a besoin. Mais par contre, les forces armées, qui sont, eux, sous les ordres du président et du secrétaire à la Défense, ne sont pas mobilisables sur le territoire des États-Unis, sauf à vraiment quelques exceptions dans le passé, très très rares, et c'était uniquement à la demande des gouverneurs. Et là, Trump, lui, a vraiment, dans ses discours, menacé de faire usage, d'envoyer l'armée, même si les gouverneurs n'étaient pas d'accord, considérant que les gouverneurs ne faisaient pas, ne faisaient pas le job. Et lors lors de l'épisode devant l'église, l'opération de com de Donald Trump, il y avait le chef du Joint Staff, donc en gros l'équivalent du chef d'état-major des armées américaines, et le secrétaire à la Défense, qui étaient là, qui accompagnaient Trump, et qui, du coup, aussi ont fait une photo avec le président devant cette église. Et c'est à ce moment-là, suite à cet épisode-là, que le général Mattis, donc, qui est un ancien secrétaire à la Défense, un ancien haut gradé de l'armée américaine, qui est extrêmement respecté, notamment parmi les républicains, qui a une très forte personnalité, qui jusqu'ici, donc, il avait été viré par Trump parce qu'il avait contesté la décision de se retirer de Syrie, mais il n'avait pas du tout pris la parole, considérant que voilà, il fallait laisser le président, qui a quand même une stature importante, ne pas remettre ça. Mais là, il a pris la parole et il a dit que c'était absolument illégal de vouloir utiliser l'armée américaine sur le territoire américain pour des forces de l'ordre, il ne cautionnait pas du tout ce qu'avait la présence du secrétaire d'État, du secrétaire à la Défense et du chef des armées, chef d'état-major des armées, lors de cette opération de com de Trump. Ce qui a d'ailleurs poussé le secrétaire à la Défense, M. Esper, à prendre la parole pour dire qu'il ne souhaitait pas l'utilisation des forces armées, qu'il demandait le retrait des gardes nationales des autres États de Washington. Et d'ailleurs, dans la foulée, il a demandé à ce que ces gardes nationaux ne soient plus armés tant qu'ils étaient encore à Washington. Alors, quelques jours après, on a encore vu des troupes de garde nationale arriver à Washington, parce que je pense que Trump, lui, n'est pas sur cette même longueur d'onde. Mais sachez que c'est quand même une situation un peu compliquée. Voilà, merci Max. Moi, je vais faire un très rapide... un peu long. Non, écoute, il est important d'aller au fond des sujets. C'est ma faute, c'est moi qui ai voulu lancer Matisse, mais je trouvais que c'était important quand même, vu la stature du personnage, de ne pas oublier ce détail. Rubrique culture assez courte, peut-être pour signaler en France, en tout cas, les différentes appréciations dans les festivals et les rassemblements, plus particulièrement dans la musique classique, qui, suite aux décisions du gouvernement, donc beaucoup ont malheureusement dû annuler leur programmation. En matière de musique classique, on parle du festival de la Chaise-Dieu, de la Côte-Saint-André, du festival d'Aix-en-Provence, en tout cas dans ce qui était prévu initialement. Et puis encore récemment, le festival de Sablé-sur-Sarthe. Et puis quelques festivals qui essayent de trouver des façons différentes de faire les choses et de s'adapter à des mesures parfois un peu compliquées en ce qui concerne la distanciation sociale, en ce qui concerne comment gérer les musiciens, l'espace disponible pour mettre les musiciens et le public. Il y a ça, et puis il faut savoir qu'il y a aussi pour pouvoir faire avancer un festival en période de confinement, il faut réunir deux choses. C'est une certaine forme quand même de rentabilité économique, et puis évidemment le respect des conditions sanitaires. Donc par exemple, le festival d'Aix-en-Provence a maintenu une certaine partie de sa programmation qui sera disponible en ligne, en mode numérique. D'autres festivals, notamment le festival d'Orange, le festival de musique d'Orange, lui, il maintient également des concerts à huis clos qui seront retransmis. Et son directeur, dans un article de Diapason, souligne
des Diapasons Magazine souligne que le public a été extrêmement volontaire et a joué le jeu, puisque 50% au moins du public a reporté les places qui avaient été achetées pour cette année sur les représentations de l'année prochaine. Au-delà de ça, d'autres festivals, le festival de la Roque d'Enterron ou le festival de Salon de Provence, eux maintiennent leurs éditions avec également des concerts et des présences physiques de spectateurs. Voilà, on attend de voir un peu comment ça pourra se faire. C'est toujours souvent des programmations un peu adaptées pour justement permettre la distanciation physique, les respects des normes sanitaires. Voilà, c'est un été qui va être un peu curieux pour la musique classique. On espère que ce ne sera pas, ou pour la culture, on espère que ce ne sera pas un été meurtrier comme certains l'annoncent et que les États continueront à soutenir ces domaines qui en auront bien besoin. Max, dernière rubrique tech. On revient sur... on avait réussi à pas trop parler Covid, mais on revient sur Stop Covid. Oui, alors en quelques mots, parce que l'épisode est déjà un petit peu long. Vous savez qu'il y a quelques jours a été lancée l'application Stop Covid en France. C'est surtout pour Max qui va devoir le débriefer et le monter après. Et pour vous qui l'écoutez naturellement aussi. Donc en France, le gouvernement français a lancé l'application Stop Covid, qui est une application qui permet, pour ceux qui l'ont installée, de mesurer grâce au Bluetooth avec quelle personne vous êtes resté en proximité étroite et pendant une certaine durée, pour que si jamais l'une de ces personnes tombait malade, on puisse plus facilement retracer et vous prévenir pour que vous aussi, vous puissiez aller vous faire tester et éviter que le coronavirus à nouveau se développe. Donc, voilà, c'est une des solutions. C'est une solution qui est centralisée, c'est-à-dire que toutes les données sont centralisées en France. À l'inverse, il y a la proposition de Apple et Google, qui est un peu une solution concurrente, qui est complètement décentralisée, c'est-à-dire que les informations sont contenues sur votre téléphone, mais néanmoins qui pose un certain nombre de questions sur les données de santé qui seraient du coup non pas gérées, en tout cas partagées avec le gouvernement dans un certain nombre de conditions avec la CNIL qui peut vérifier tout ça, mais du coup finalement à la main de deux entreprises américaines, Apple et Google. Alors bien sûr, les données restent sur votre téléphone, mais néanmoins toutes ces données médicales, donc sensibles par définition, ne sont plus finalement soumis à un certain contrôle étatique, ce qui peut poser question. La dernière option, c'est ni l'application centralisée ni l'application décentralisée, c'est comme en Belgique, c'est plutôt une version manuelle, c'est-à-dire qu'ici en Belgique il n'y a pas d'application, mais le traçage est fait par des équipes, c'est-à-dire que dès lors qu'un nouveau cas se déclare, ils vont questionner la personne pour savoir avec qui elle était en contact dans les derniers jours avant l'apparition des symptômes et retracer en fait l'ensemble de ces contacts. L'objectif, c'est assez simple, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire quand l'épidémie a explosé en Europe, c'est d'arriver à identifier très rapidement les personnes qui ont contracté le virus ou qui étaient en contact avec les gens qui viennent d'être diagnostiqués de manière positive, pour pouvoir leur demander de s'isoler, pour pouvoir les tester et éviter qu'à nouveau le virus se propage. Merci Max pour cette dernière rubrique. Voilà, merci aussi à toutes et à tous de nous avoir écoutés et suivis avec attention. C'est toujours pour nous un bonheur de vous retrouver toutes les semaines, comme d'habitude. N'hésitez pas à nous faire passer vos beuglantes, vos petits mots d'amour, vos remarques, vos suggestions sur le podcast, sur sa durée, sur le contenu, sur voilà, tout ce que vous voulez. On est toujours content de recevoir vos réactions. Et même juste à nous dire que vous êtes un auditeur de notre podcast aussi. Oui, qu'on vous trouve un peu et qu'on sache qui vous êtes. Vous pouvez faire ça sur notre compte Twitter, @tranche le chiffre de couple au singulier, ou sur notre adresse email, tranche le chiffre de couple au singulier @gmail.com.
Et notre podcast, donc diffusé tous les 15 jours le lundi, est disponible sur toutes vos plateformes de podcast favorites, mais aussi sur YouTube en format audio. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi pour qu'on puisse faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Si vous jugez qu'on ne dit pas que des bêtises, ça nous fera très plaisir. Bonne continuation à toutes et à tous, et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.